Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour le décryptage. C'est aujourd'hui la troisième et dernière partie de l'entretien avec le doctorant en géographie urbaine Grégoire Ramé de Sciences Po Paris. Il nous parle des causes et des conséquences de la coulée de boue sablonneuse meurtrière de septembre dernier à Guangfu dans le comté de Hualien. On peut se demander quel est le lien avec son sujet de recherche, l'extraction du sable pour l'industrie du béton à Taïwan. Déjà, Grégoire Ramé s'y était rendu dans le cadre de son terrain l'an dernier. Il est allé revoir ses interlocuteurs sur place environ 6 mois après cet accident meurtrier. Et cela a permis d'approfondir les réflexions sur l'extraction du sable, notamment les liens avec des phénomènes hydrologiques, mais aussi historiques et économiques. Mais avant de lui laisser la parole, petit rappel de ce qui s'est passé. En juillet 2025, un typhon qui a frappé Taïwan a provoqué un glissement de terrain en amont de la rivière Fata'an, en langue amis, ou Matai'an en mandarin. Un énorme amas de roches et de terre a bloqué le cours d'eau et créé un lac de barrage. Celui-ci était trop inaccessible pour régler la situation en amont, toutefois les autorités ont essayé de draguer le lit de la rivière. Après le passage d'un deuxième typhon en août, la situation était de plus en plus dangereuse. Les autorités ont donc procédé à des évacuations à partir du 22 septembre, mais le lac de barrage a cédé le 23 dans l'après-midi, faisant au total 19 morts et des dizaines de blessés. Je suis revenu là-bas parce que je connaissais une partie des acteurs qui travaillaient là-dessus. Et j'ai pu y aller aussi. Ce qui était assez intéressant, c'était que j'ai été accompagné par ma directrice de thèse et d'autres chercheurs qui sont des personnes qui travaillent sur le sable, mais qui travaillent plutôt sur le sable, comme je disais, au Vietnam, à Singapour. Et donc, on a pu aller ensemble sur le terrain pour voir Hualien, rencontrer d'autres personnes, et aussi voir Guangfu. Donc c'était assez impressionnant, parce que moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, une coulée aussi, on se croirait sur la Lune, et savoir qu'il y a des gens qui sont morts là-dessous, c'est très impressionnant. C'était à quel moment que tu allais ? C'était combien de mois après le... J'y suis allé en avril, donc ça fait mars-avril, ça fait facile, oui, au moins un peu plus de 6 mois, oui. Mais du coup, tout était déblayé ou il y avait encore des traces ? Pas du tout. En gros, ce qui se passe, c'est que les zones d'habitation, donc là où tous les volontaires se sont rendus, il y a eu beaucoup de zones, des temples notamment, ou des zones d'habitation qui ont été complètement déblayées. Mais en fait, j'avais noté un peu les chiffres, on parle de millions et de millions de mètres cubes de sable. Wow. Et donc il y a une couche de 5 à 6 mètres par endroit, et donc en fait il y a toute une partie, la partie à l'est de Guangfu, qui est complètement recouverte et qui est inhabitable. Il y a vraiment une question ils arriveront jamais c'est quasiment impossible d'enlever tout ce sable là, et donc il y a vraiment une question de... Il n'y a pas une entreprise d'extraction de sable qui est intéressée ? Ils essayent, mais justement personne en veut, en fait, c'est ça le problème. Ah oui. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était la partie intéressante de mon travail, c'est parce que typiquement, les personnes qui travaillent sur le sable à Singapour ou au Vietnam, ce qu'ils me disaient, c'est qu'eux, ils sont plutôt dans des contextes où il n'y a pas assez de sable, en fait. C'est une ressource un peu en tension, on va essayer de l'avoir, c'est pour ça qu'on a de l'extraction illégale, parce que le sable, ça vaut cher. Si on peut en avoir, c'est bien. Et en fait, à Guangfu, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a trop de sable. Il y a du sable partout, ils ont une couche de 6 mètres partout, qui a enseveli la moitié des maisons, la moitié du village. Et en fait, ils savent pas quoi en faire. Mais c'est parce que c'est techniquement difficile de l'extraire là, ou c'est psychologique parce qu'il y a eu cette catastrophe et qu'ils veulent pas y toucher ? C'est là que c'est subtil. En fait, c'est parce que ça dit beaucoup de... Il y a deux choses. Il y a pourquoi cette catastrophe s'est passée, pourquoi est-ce qu'on a eu ce débordement, donc qui est lié à un accident, mais qui est aussi lié à la manière dont les rivières à Taïwan sont gérées. Et il y a la question de pourquoi est-ce que le danger n'est pas totalement écarté. Donc sur pourquoi il y a eu l'accident, il y a cette question qui est que Taïwan a une géologie assez particulière et un régime hydrologique assez particulier, où on a des rivières qu'on appelle des rivières en tresse, donc qui sont très larges. Comme on a des ruisseaux qui descendent des hautes montagnes, des sortes de torrents, qui sont très contenus quand ils descendent dans la montagne, donc ils ont quand on a de la pluie, etc., ils ont un débit très important, mais en fait ils sont contenus dans des vallées assez étroites, et par contre quand ils arrivent dans la plaine, là ils s'étendent d'un coup. Et donc historiquement, les rivières dans ces zones-là sont très 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 larges. C'est comme ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire quand on voyage en train à Taïwan, parfois on traverse des pendant rivières 1 kilomètre, 2 kilomètres. Très très larges comme ça, avec effectivement des espèces de tresses, et puis on voit rien, il y a pas d'eau. Mais en fait, quand il y a des typhons, c'est rempli à bord. En fait. Et c'est
ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on traverse un pont, je sais pas, sur la Gaopingxi par exemple, le pont fait 1 km de large, mais en fait, c'est rien, la rivière, historiquement, elle en faisait 15. Elle était immense, elle faisait 10-15 km de large. C'est des rivières qui sont immenses, mais en fait, qui sont pas en eau. C'est-à-dire que 8 mois, on va dire 6-7 mois de l'année, la rivière est pas en eau, c'est pour ça qu'on parle d'une rivière en tresse, parce qu'en fait, on a plein des petits canaux qui vont couler dans le lit de la rivière, mais qui vont changer d'une année sur l'autre. Et donc on a des îlots qui vont évoluer d'une année sur l'autre. Mais ce qui s'est passé historiquement à Taïwan, c'est qu'on a contenu ces rivières, donc on a réduit le lit de la rivière en construisant des digues. 80% du temps, c'est pas un problème, vu qu'il n'y a pas d'eau dans la rivière, mais les 20% du temps restant, on se retrouve avec un débit très important, typiquement au moment de la saison des pluies, et beaucoup de sable, en fait, dans ces rivières-là. Enfin, ils ont plus ou moins transformé ces rivières en canaux, et donc, au lieu d'avoir une rivière qui fait... pour la Mataenchi, c'est pas 15 km, on va dire qu'elle faisait 2-3 km. Si on regarde des photos d'archives, elles sont vraiment énormes. Et en fait, on va réduire la rivière sur un tronçon de 800 mètres de large, à peu près. Mais donc, on va devoir construire des digues qui font 8, 9, 10 mètres de haut. Donc, c'est ces grands murs en béton. Le problème, c'est que, comme quand l'eau passe là-dedans, il faut à tout prix... Le travail des ingénieurs qui travaillent sur ces rivières-là, c'est de sortir l'eau le plus vite possible de la rivière. Il n'y a pas du tout cette idée de conservation, en tout cas pas pour ces ingénieurs-là. Leur travail, c'est vraiment de la sécurité publique, et c'est de dire, il faut qu'on envoie l'eau le plus rapidement possible à la mer. Le problème, c'est qu'à chaque fois que la rivière se remplit, à chaque saison, le niveau de la rivière augmente, parce qu'on a du sable qui avant se déposait sur cet éventail de 15 km, de plusieurs kilomètres de large, on va dire, et maintenant, il peut se déposer que dans un petit chenal beaucoup plus fin. Et donc, il faut draguer ces rivières en permanence. La fameuse exception Voilà, la fameuse exception. Parce qu'en gros, oui, de fait, il y a une exception géologique, mais on se retrouve dans un système où si on creuse pas dans la rivière, elle peut déborder. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à Guangfu. C'est-à-dire qu'à Guangfu, oui, il y a eu ce lac complètement accidentel qui s'est formé 14 km en amont, donc vraiment, c'était très loin de toute activité humaine. Mais il y a vraiment ce problème de la rivière, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas été draguée. Et donc, techniquement, le niveau de l'eau aurait pu être beaucoup plus bas, et donc ne pas passer la digue si la rivière avait été proprement draguée. Quand ils ont appris qu'il allait avoir cette catastrophe-là, ils ont dragué en urgence. Ils ont réussi à draguer 1 million de tonnes de sable, quelque chose comme ça. 1 million de mètres cubes, donc c'est plusieurs millions de tonnes. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment... surtout sur une rivière aussi petite et aussi loin de... Enfin, c'est pas la Hualien River, quoi. Mais en fait, finalement, dans le lit de la rivière, en amont, il y avait 250 millions de tonnes de sable qui sont arrivées. Donc en fait, en 2 mois, ils ont réussi à enlever 1 sur 250 millions. Donc c'est pas du tout assez suffisant. Aujourd'hui, au niveau de Guangfu, il y a 14 millions de tonnes. Donc en fait, ils ont des quantités de sable énormes et ils savent pas quoi en faire. Donc le problème de Guangfu est en partie naturel, mais il y a aussi ce problème ça a été construit, enfin la manière dont sont faites les rivières fait que si elles ne sont pas draguées régulièrement, elles peuvent déborder. Et la conséquence, c'est que pourquoi est-ce qu'elles sont pas draguées ? Parce que le système de dragage à Taïwan repose sur un système de bourse, en fait d'enchères, où le gouvernement va draguer une partie et après il va le vendre à des producteurs de sable qui après qui après le vendent ou en font du béton. Le problème, c'est que Guangfu, le sable n'est pas de très bonne qualité. Plus Guangfu, c'est assez loin en fait de Hualien, ça fait au moins 1 heure en transport. Donc le coût il faut payer l'essence du camion en gros qui emmène le sable jusque là. Et donc c'est pour ça que ça fait 10 ans que ça n'avait pas été dragué aussi, parce que l'intérêt économique est assez faible. Et la raison pour laquelle moi je trouve que le cas de Guangfu est très intéressant, enfin très révélateur, c'est parce qu'il montre que le système de dragage des rivières repose largement en partie sur des mécanismes d'économie de marché, de dire il faut que ce soit rentable de draguer à cet endroit-là, et donc quand c'est pas rentable, on a un problème, quoi. Et ça, c'est vrai pour la catastrophe, pour ce qui a amené à la catastrophe, mais c'est vrai maintenant. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ces 14 millions de tonnes, 14 millions de mètres cubes maintenant, ils sont en train de les draguer, ils sont en train de les extraire, mais ce qui se passe, c'est que pour l'instant, ils les ont posés sur les côtés de la rivière, et donc on a des murs de 10 mètres de haut de sable, avec des millions et des millions de tonnes, sauf que personne ne veut l'acheter. Le gouvernement le vend à $20 la tonne, ce qui est, pas énorme si vous voulez acheter une tonne de sable, mais... En fait, même ça, les carrés disent c'est pas possible, c'est pas rentable, faudrait qu'ils le donnent gratuitement. À cause du trajet et tout ça ou... Ouais. D'accord. En gros, et parce qu'il y a un problème de compétition internationale. C'est-à-dire que Hualien, aujourd'hui, ils arrivent plus à être compétitifs par rapport au sable importé de Chine. En gros, quand le sable arrive à Taipei, au port, une tonne de sable de Hualien coûte quelque chose comme $650 la tonne,
alors que le sable de Chine coûte à peu près 500$. Et donc, ils n'arrivent pas à écouler leur sable. Et donc, ils disent, on n'arrive déjà pas à écouler notre sable, on va pas en plus acheter le sable de Guangfu. Mais le problème, c'est que maintenant qu'on a ces millions de tonnes à Guangfu, et que le gouvernement n'arrive pas à les vendre, il y a un peu cette question de s'il y a un typhon qui revient, s'il y a une saison des pluies importante, est-ce que ce sable qu'on a dragué, il va pas retomber, il va pas repartir en partie dans la rivière, quoi. C'est fou. Et on sait pas quoi en faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça traduit un peu la mentalité des personnes qui s'occupent de cette rivière-là. Il y a certains qui me disaient, en fait, la solution la plus efficace à ce stade-là, parce qu'on n'arrivera jamais à le vendre, ce sable, ce serait de le prendre et de le jeter dans la mer, comme ça on serait plus embêté, quoi. Et donc on voit un peu ce que ça dit de la perception de la rivière, de son fonctionnement hydrologique, de comment est-ce qu'elle devrait fonctionner. Parce qu'il y a une autre solution qui serait d'enlever ces digues oui, justement. pour que la rivière reprenne plus de place et éviter que le sable s'accumule. Grégoire Ramé s'est entretenu avec une personne appartenant au Parti vert, parti écologiste qui n'est pas représenté au Parlement à Taïwan. Cette personne proposait de détruire une partie de la digue pour permettre d'élargir le lit de la rivière à certains endroits et ainsi éviter qu'elle ne monte trop pendant la saison des typhons. Mais une fois que la digue a été construite, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, des gens se sont installés là et cela signifierait de les exproprier. C'est des gens qui ont souffert un peu qui ont un peu ce traumatisme lié au débordement, et leur dire, jusqu'ici, pendant 50 ans, on leur a dit, la digue vous protège, elle empêche la rivière de déborder sur votre champ ou voire sur votre maison, et donc de dire, vous inquiétez pas, maintenant on va la détruire, la digue, et puis quand il y aura une inondation, l'eau elle viendra, et ce sera l'état naturel de la rivière. Je pense que c'est inaudible pour pas mal de personnes, parce que ça demande de changer complètement sa manière de voir la rivière. Je pense pas du tout que ce soit la solution qui soit favorisée. D'ailleurs, la solution qu'ils sont en train de favoriser maintenant, c'est de construire une deuxième digue qui fait 12 mètres au lieu de 9. Et derrière la première, ils sont en train de construire une deuxième digue derrière la première. Donc encore du béton. Beaucoup de béton, là, pour le coup. J'avais parlé, justement, parce que ça m'intriguait un peu cette perception que les gens avaient de la rivière, donc j'étais allé parler à des hydrologues qui travaillaient à Taïwan, notamment une hydrologue qui fait partie le River Network, quelque chose comme ça. Et eux, il y a vraiment toute une dynamique à Taïwan de dire, on va enlever une partie des digues, on va laisser l'eau, parce que c'est un peu la manière de faire aujourd'hui. Donc on va enlever une partie des barrages, on va arrêter de mettre ces espèces de hérissons en béton là, qu'on mettait au bord des rivières pour éviter l'érosion et en fait qui marche pas tant que ça. On va vraiment faire différemment, plus travailler avec la nature. Donc c'est quelque chose qui se fait quand même. Il y a vraiment un mouvement qui est montant et il y a beaucoup d'architectes ou de bureaux d'études taïwanais qui le prennent en compte. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est sur des petits ruisseaux, des choses comme ça. Grégoire Ramé s'est aussi entretenu avec l'association Fata'an Zidiohue, gérée par des autochtones Amis très engagés dans la reconstruction et qui a pu lui expliquer le contexte historique. Cela permet de comprendre beaucoup de choses. Et eux expliquaient qu'avant la colonisation, donc avant l'arrivée du Kuomintang, mais même au moment de la colonisation japonaise, la rivière était beaucoup plus large parce qu'elle était beaucoup moins aménagée et donc il y avait des modes d'agriculture qui tournaient. Et donc on allait exploiter cet îlot-là pendant plusieurs années. Et en fait finalement, comme la rivière évolue d'une saison sur l'autre, on allait déplacer d'un endroit à un autre. Le problème, c'est qu'en fait, au moment où le colonisateur arrive, il va poser la question de comment est-ce qu'on définit les droits de propriété. Et pour avoir un droit de propriété, on peut pas dire « Ah j'ai cette parcelle-là, mais si elle bouge, je vais aller sur cette parcelle-là ». Lui, il veut une occupation permanente. Et donc, il y a eu tout ce problème de dire ce qui a été dit par les colonisateurs, vous exploitez pas vraiment, vos parcelles sont pas exploitées, vous bougez d'une année sur l'autre. Nous, on va construire une digue et on va pouvoir distribuer des titres de propriété de l'autre côté. Et en plus, comme les personnes en question n'avaient pas d'utilisation prolongée pendant 10 ans, parce que parfois il faut prouver que ça fait 10 ans qu'on exploite la parcelle, ils ont été en partie destitués de leur terre, dépossédés de leur terre. Et en fait, la raison pour laquelle on fait des digues, c'est qu'il faut imaginer que si on a une rivière qui faisait 15 km et qu'on installe une digue et qu'après la rivière fait 900 mètres de large, en fait, on a gagné 14 km de terre agricole ou de terre constructible. Il y a un intérêt qui est évident en termes fonciers, quoi. Et ça paraît difficile de revenir en arrière, parce que si on dit, si on détruit la digue, on va détruire des terres qui appartiennent à des gens. Alors si c'est des grosses entreprises, je sais qu'une partie des terres à Guangfu appartiennent historiquement à Taitang. L'entreprise sucrière. Ouais, c'est ça, l'entreprise sucrière. Mais donc il y a vraiment un peu ça reste un peu une problématique assez large. Et donc dans le futur, il y a un peu la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on enlève la digue? Est-ce qu'on continue de draguer? Mais le problème, c'est que c'est pas intéressant économiquement, on se fait battre par le... Et donc il y a vraiment ce problème de, aujourd'hui, le sable à Guangfu, on n'arrive pas à s'en débarrasser, parce qu'il y a des carrières dans le Fujian, en Chine, qui importent du sable bon marché,
Et donc finalement, on se fait battre et on n'arrive pas à vendre notre béton à Taipei. Et donc on voit un peu comment ces chaînes d'approvisionnement, je trouve intéressant en fait, on voit comment ces chaînes d'approvisionnement s'influencent l'une l'autre. Donc finalement, une carrière dans le Fujian arrive à avoir de l'influence sur une rivière sur la côte est de Taïwan, dans le comté de Hualien, qui fait que le sable là-bas ne vaut rien, parce qu'en fait, il coûte trop cher à transporter, il y a trop de poussière dedans, il n'y a pas assez de sable ou de granulat pour en faire du béton, parce qu'en fait, le sable, si on le vend, c'est pour en faire du béton, et donc ça vaut pas le coup, quoi. Cette situation montre donc à quel point la logique néolibérale a des conséquences vraiment partout. Pour terminer, Grégoire Ramé nous raconte une histoire émouvante, toujours à Guangzhou. Et j'avais eu quelque chose d'assez émouvant, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait un des carriers que je connaissais, qui fait une carrière et qui produit du béton aussi, qui avait sa carrière à Guangzhou, justement, sur les bords de la Matahanchi. Donc j'étais allé le rencontrer et il nous a dit je peux vous faire visiter la carrière. Ce qui en reste, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que la carrière et la centrale à béton ont été complètement ensevelies sous 6 mètres de sable, et ils ont reconstruit dessus. Et en fait maintenant, eux, le business marche plutôt bien maintenant parce qu'ils construisent la digue. Mais en fait ce qui est vraiment tragique, c'est que sa sœur était dans la carrière au moment de la catastrophe, et en fait sa sœur s'est fait enterrer, quoi. Mais ça, en fait la manière dont il le raconte, ça s'est passé en 15 minutes, et donc vraiment, il y a un peu ce truc tragique aussi de... Ces personnes-là ont aussi été accusées, en partie les carriers, ont été accusés parce que leur carrière était au bord de la digue, d'être responsables, et ils ont une très mauvaise réputation, je l'avais déjà dit, c'est l'année dernière. Ils avaient été accusés aussi en partie par certaines personnes d'être responsables de ce qui est arrivé, quoi. C'est évident au sens où ils sont dans cet écosystème, qui travaille avec le sable, qui travaille avec la rivière, mais je trouvais que c'était intéressant comme histoire, parce que ça montre que c'est un peu plus complexe que ça, quoi. C'est-à-dire que eux, ils sont vraiment dedans, ils travaillent avec ça au quotidien, c'est vraiment c'est vraiment leur vie, quoi. Et donc, au point d'être là au moment où il y a la catastrophe et de perdre quelqu'un avec ça. Et quand même de dire, après, ok, j'ai perdu ma sœur là-dedans, mais c'est moi qui vais aider à construire la digue qui suit, quoi. Je trouvais ça assez marquant. Une histoire vraiment très émouvante. Grégoire Ramé est maintenant de retour en France. On lui souhaite bon courage pour la rédaction de sa thèse, en espérant qu'elle pourra être publiée le moment venu, puisque si vous avez suivi ces 2 interviews sur RTI l'an dernier et cette année, c'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de RTI dans la rubrique émission décryptage pour retrouver quelques liens afin de creuser le sujet. À bientôt!